Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Entre les deux extrêmes, vous avez les Britanniques et les Français qui gardent une bonne distance avec les habitants de leurs zones respectives, s'interdisant les uns de fraterniser avec eux, sans pour autant les terroriser. Les Français, qui sont considérés comme des vainqueurs un peu de second rang, assez peu légitimes à occuper le territoire, sont moins appréciés globalement. C'est vrai que la France et l'Allemagne, on a toujours eu des rapports un peu curieux. Il faut dire que la France tente depuis 1945 aussi d'obstruer la reconstruction de l'Allemagne en tant que nation unifiée. Et effectivement, au cours de la conférence de Potsdam, où d'ailleurs les Français ne sont pas conviés quand même, il ne faut pas oublier, les Alliés mettent en place un conseil de contrôle interallié chargé de gérer l'évolution du territoire allemand dans son ensemble. Sauf que pour les Français, cette mesure, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. La France souhaite au contraire fragmenter l'Allemagne pour que les Alliés contrôlent sa réédification. Et qu'ils la contrôlent individuellement, dans leur zone, si vous voulez, respective. Et donc la France commence par s'opposer au Conseil de contrôle interallié, ce qui ralentit l'établissement d'administration centrale sur le territoire pendant quelques années quand même. D'où l'image, vous voyez, qu'on peut avoir. La bonne nouvelle, c'est que les 4 vainqueurs partagent tout de même une conception commune, celle de la dénazification. Le symbole le plus fort de cette entente se déroule de novembre 1945 à septembre 1946. Vous vous doutez de ce que c'est, je parle bien sûr du procès de Nuremberg. Le 30 septembre 1946, le tribunal international chargé du procès va annoncer au monde entier la condamnation à mort de 12 des principaux dirigeants du Troisième Reich, alors que d'autres sont condamnés à la prison perpétuelle, à perpétuité. Si les idéaux des Alliés divergent, c'est vrai sur certains points, sur ce point-là, en tout cas, il n'y a pas de divergence. C'est la première fois de l'histoire qu'est convoqué un tribunal comme ça et qu'on punit pour crimes contre l'humanité. D'ailleurs, on en fera un document très important, le document de Nuremberg, le pacte de Nuremberg. Mais en vérité, les Alliés ne sont pas aussi unis qu'ils en ont l'air. Si on met de côté les quelques dirigeants nazis du procès de Nuremberg, l'épuration des partisans du Troisième Reich va suivre un processus très différent selon les zones d'occupation. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre émission. Du côté occidental, les Américains, par exemple, vont mener une politique très sévère, alors je vais mettre des guillemets sur sévère, suivie par les Anglais en deuxième lieu et par les Français qui sont extrêmement laxistes, ça ne vous étonnera pas. En zone américaine, des tribunaux d'épuration allemands sont mis en place par le gouvernement, chargeant ainsi les juges allemands eux-mêmes, ceux qui sont évidemment les plus blancs, si je puis dire, lavés de tout soupçon, de la lourde tâche de sanctionner leurs propres compatriotes accusés d'avoir adhéré au Parti national-socialiste. Et c'est pourtant rien comparé à la politique de dénazification qui a été mise en place du côté soviétique. Il faut comprendre que sur le territoire de l'URSS, le processus est double. Derrière un discours officiel prônant l'épuration des anciens nazis, Staline va chercher en fait à implanter en Allemagne un gouvernement communiste. Et tout commence par cette disposition simple. La dénazification est confiée au premier vice-président de chaque Länder. Rien de suspect jusque-là, vous allez me dire, sauf que de manière bien arrangeante, ce poste est systématiquement occupé par un adhérent du KPD, le Parti communiste allemand. À partir de là, débute un long et fastidieux travail de recensement visant à identifier tous les anciens membres du NSDAP encore présents sur le territoire. Et puis dans un souci de hiérarchisation des peines, les dossiers sont examinés au cas par cas par les membres d'une commission de dénazification. En tout, tenez-vous bien, 850 000 anciens membres de la NSDAP sont recensés, dont des juges, des professeurs, etc. Sur l'ensemble du territoire, 80% des juges doivent abandonner leur poste, tandis que 20 000 enseignants sont licenciés, c'est-à-dire la moitié d'entre eux. Évidemment, leur départ crée un vide qu'il faut donc combler. Des policiers, des juges et des procureurs populaires bien moins qualifiés que leurs prédécesseurs remplacent donc les démissionnaires. L'éducation de la population, elle, est confiée à de jeunes professeurs, choisis non pas pour la qualité de leur formation, bien sûr, vous l'imaginez, qui est assez rudimentaire d'ailleurs, mais plutôt en fonction de leur dévouement à la politique du KPD. Une manière très pratique de mener une propagande communiste subtile, plus ou moins subtile en tout cas, à travers le territoire.
Sauf qu'il reste un problème. Si le remplacement des anciens partisans nazis permet aux soviétiques de placer leurs pions, si je puis dire, à des niveaux stratégiques de la société, il a aussi pour conséquence de raréfier les spécialistes. Et c'est un problème qui intervient d'ailleurs de la même manière dans les zones occidentales. Forcément. C'est la situation. Je prends un exemple. Vous savez que comparaison n'est pas raison, mais je prends un exemple avec. On reproche très souvent au général de Gaulle d'avoir conservé Maurice Papon. Et le général de Gaulle avait répondu oui, mais si je vire en gros tous les spécialistes, qu'est-ce qui va me rester ? Et c'est l'effondrement total du pays. Donc il fallait aussi être pragmatique. Voilà, je ferme la parenthèse. La situation peut pas rester telle qu'elle est. Les partis politiques se plaignent avec beaucoup de bruit. La SMAD, c'est-à-dire l'administration militaire soviétique d'Allemagne, est obligée de revoir ses objectifs à la baisse. Le 16 août 1947, l'ordre numéro 201 autorise la réhabilitation massive d'anciens membres de la NSDAP, le parti nazi, du moment que ceux-ci n'étaient pas des membres actifs du parti. Eh bien, c'est de cette façon que de nombreux anciens nazis retrouvent leur droit de vote, leur place civique en Allemagne de l'Est. Et pour autant, ce changement de cap ne freine pas les ambitions des communistes. Si les anciens partisans nazis se voient réintégrés à la société, il suffit simplement au KPD d'obtenir leur faveur pour conserver son influence. Surtout que le Parti communiste a déjà réussi à s'unir au Parti socialiste pour former le SED, le Parti socialiste unifié. En gros, vous avez compris, c'est du donnant-donnant. Pour les anciens partisans du national-socialisme, ce revirement de situation est une véritable aubaine. Imaginez quand même, c'est les paradoxes de l'histoire. Voilà que le gouvernement soviétique leur offre sur un plateau d'argent l'opportunité de prouver leur innocence. Il leur suffit donc tout simplement d'affirmer vouloir participer à la construction d'une Allemagne nouvelle en rejoignant le Parti socialiste et le tour est joué. Leur passé est miraculeusement pardonné, voire même oublié. Et le SED devient dès lors connu sous le nom d'Amis des petits nazis. Bref, c'est sous le couvert d'une dénazification que le gouvernement soviétique parvient alors à transformer l'ensemble du système pour procéder à une socialisation communiste de l'Allemagne de l'Est. La dénazification, loin d'être restée, la priorité du gouvernement, est finalement devenue un outil de soviétisation du territoire. Vous vous en doutez, c'est à partir de ce moment-là que les dissensions entre l'Est et l'Ouest commencent réellement à s'intensifier. Déjà, le 21 avril 1946, vous avez une brèche qui se forme entre les zones occidentales et la zone soviétique au moment de la fameuse fusion du KPD et du SPD en un seul parti unifié. À l'époque, vous avez des rumeurs qui couraient quant au caractère forcé de cette fusion. Moscou aurait, paraît-il, quelque peu imposé la manœuvre et ça plaît pas du tout aux Occidentaux, on peut le comprendre. Je lève le doute tout de suite, les rumeurs avaient évidemment un fond de vérité. Ce 21 avril 1946, c'est la première étape menant à la création de deux États allemands aux idéologies politiques non seulement distinctes, mais surtout rivales. En juin 1946, Churchill profite même de son voyage à Fulton aux États-Unis pour confirmer les suspicions du monde entier. Deux Allemagnes sont réellement en train de se créer. Plus que ça, le monde est en train de se diviser désormais en deux blocs, séparés par une formule qui va devenir célèbre, séparés par un rideau de fer. Un mois plus tard, les États-Unis proposent aux 4 zones d'occupation de se réunir sous un plan économique commun pour faciliter enfin la reconstruction de l'Allemagne. Sans grande surprise, l'Union soviétique refuse, la France aussi d'ailleurs, tiens. Le Royaume-Uni par contre accepte la proposition. En décembre 1946, les occupants anglophones réunissent ainsi les deux territoires pour former la bizone, au sein de laquelle les Anglais et les Américains se soumettent à la même politique économique. Rassurez-vous, les Français vont finir par rejoindre l'Alliance occidentale en 1948 et la bizone va donc devenir la trizone. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que malgré quelques petits désaccords passagers entre les 3 occupants occidentaux, la véritable rupture entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne se fait à ce moment-là. Que ce soit au niveau politique, économique, social ou culturel, les Soviétiques et les Occidentaux n'ont maintenant plus aucun atome crochu.
Par exemple, alors que la refondation et la création de partis politiques commencent par être encouragées sans distinction dans les 4 zones d'occupation, amenant l'Allemagne sur la voie d'une démocratisation prometteuse et globale, la politique des soviétiques change du tout au tout et très vite, la situation va tourner au vinaigre. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.